On est très heureux que vous soyez encore une fois aussi nombreux. Désolé pour le retard avec lequel on commence. Apparemment, il y a beaucoup de soucis pour se garer autour. Donc on a attendu un petit peu pour qu'un maximum de gens soient là. Donc, je m'appelle Nathalie Mutet, naturopathe, et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Ok, bonsoir, rebonsoir, Frédéric Dufroy. Moi, je suis super content de... Oh, là, et là, c'est mieux. Okay. Et je suis super content, vraiment extrêmement content de passer cette soirée en votre compagnie, de pouvoir partager sur les modèles de santé qui nous animent tous les deux, etc. Et puis voir ensemble comment on peut essayer de construire, ou tout au moins d'être en santé, et de vivre surtout en pleine santé le plus longtemps possible. On va vous partager notre version, notre pratique, notre expérience. Bien sûr, comme à chaque fois, vous prenez, vous laissez et vous faites votre propre expérience. Personne n'a la vérité. Donc on va dire des choses qui, de notre point de vue, sont pertinentes parce qu'on en a fait l'expérience. Mais en fait, comme on est tous différents, c'est vraiment à chacun de mettre en œuvre ou pas, et de choisir la façon d'être en santé. D'accord, donc vous ne croyez pas forcément ce qu'on va raconter, mais vous allez surtout expérimenter. Alors pas ce soir, mais expérimenter dans les jours à venir. Parce que, comme disait Nathalie, ce qui est vraiment essentiel, c'est de bien intégrer dans nos modes de fonctionnement qu'on est des individus avec des fonctionnements différents. Donc des protocoles standards ne s'appliquent pas forcément à tout le monde. Et c'est ça qu'on va essayer de construire ensemble ce soir. Alors, comment ça va? Quand on arrive le matin, au travail, ou parfois même en famille, on dit « Bonjour, ça va ?» Au lieu de dire « Bonjour Valérie », je dis « Bonjour, ça va ?» C'est devenu comme un réflexe. En fait, d'une part, on s'en fiche un petit peu de comment va exactement la personne, et on répond par réflexe aussi « Ça va ?» Si quelqu'un dit « Oh, ça va pas », vous dites « Oh, ben non, monsieur, on va encore commencer à se plaindre, etc. » Donc, finalement, la vraie santé... Oui, c'est ça. J'aurais mieux fait de me taire. Bon. Salut, ça va? Bon, en fait, t'as fait le boulot pour demain, tout ça? C'est ça, en fait. Finalement, on va jamais dire comment on va jamais demander vraiment aux gens comment on va, et parfois on va se mentir aussi à soi-même. Comment ça va? Oui, ça va. Bon, j'ai mal dormi, je suis constipée, j'ai une tendinite, j'ai mal au crâne, je sais pas, ça va. Donc en fait, on oublie, on fait pas attention à ce qui se passe vraiment dans notre corps. On est comme ça, puis c'est normal. C'est normal de pas bien dormir. C'est normal d'être constipé. C'est normal d'avoir mal à la tête de temps en temps. Est-ce que c'est normal? Et pourtant, on croit que c'est normal. C'est là qu'est le paradoxe. On croit, enfin, on a majoritairement la croyance que si je suis dans un état de santé coup-ci, coup-ça, c'est mon état normal. Ben oui, c'est l'âge. C'est les gènes. Ma mère déjà, donc moi aussi. En fait, ce soir, on voulait vous parler non pas de comment être en bonne santé, c'est-à-dire sans maladie, mais vraiment comment avoir la patate et avoir la pêche, et tous les jours. Dire vraiment, waouh, je me lève le matin, mais je suis heureux. Je suis physiquement en forme, je suis heureux, je suis bien. C'est un rêve, ça. Ben, imaginez que c'est possible. Et c'est possible, pourquoi? Parce que notre corps, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Voilà. L'état naturel du corps, c'est la pleine santé. La pleine santé, c'est l'état naturel du corps à condition de respecter certaines conditions et certains paramètres. Alors du coup, la santé, la vraie santé, en fait, c'est la joie de vivre. C'est d'être bien, c'est la joie de vivre. Et c'est aussi, en fait, un équilibre permanent. C'est pas quelque chose de statique. La vraie santé, c'est quand le corps est capable de s'adapter. Et le corps, le mental aussi, enfin l'ensemble de la personne. C'est une adaptation permanente. C'est ça en fait, la santé.
Et nous, dans notre société occidentale, hyper médicalisée, hyper industrialisée, hyper mécanisée, on a la croyance que c'est l'environnement qui doit s'adapter à nous. Or, être en santé, c'est être capable de s'adapter à son environnement, et c'est pas l'inverse. Et nous, on pense que voilà, c'est l'environnement, un petit coup de ci, un petit coup de ça, et hop, je modifie l'environnement pour pouvoir continuer à vivre tel que je vis et être en santé. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. La santé, c'est pas forcément le confort, c'est s'adapter aussi à l'inconfort, à l'environnement. C'est quand on est capable de mettre en œuvre ces mécanismes adaptatifs et de vivre en santé, quel que soit l'environnement. Enfin, limite, si vous sautez d'une falaise, évidemment, ça va être limité. Si vous habitiez Tchernobyl avant que ça explose, c'est sûr que l'environnement, là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais globalement, dans notre vie quotidienne, c'est nous qui devons mettre un maximum de conditions pour qu'on puisse s'adapter à l'environnement. Alors, il y a des adaptations qu'on fait, tous, heureusement, sinon on ne serait pas là, et d'autres qu'on a arrêté de faire parce que notre environnement est trop confortable. On a des maisons chauffées, on a des doudounes, on a à manger tout le temps, on ne va plus jamais solliciter en fait nos capacités à la hauteur de ce que le corps est capable de faire. Et du coup, on perd ses capacités. Enfin, on ne les perd pas, mais on les amoindrit. Du coup, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas bien, hop, ça y est, on est malade. On va voir aussi qu'est-ce que c'est cette notion de maladie. Alors, sans vouloir retourner dans une caverne, bien évidemment, le confort, c'est l'excès de confort plutôt. L'excès de confort, c'est notre problème. C'est notre problème et c'est ça qui appauvrit nos capacités adaptatives dont on va parler tout au long de cette soirée. Alors d'abord, une capacité, le nom générique de la capacité adaptative du corps, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est le fait en fait qu'en permanence, on surveille plein d'indicateurs dans le corps et qu'en permanence, on s'adapte, comme le surfeur sur la vague. Le surfeur sur la vague, s'il est juste en équilibre sur sa planche comme ça, il coule en fait, ça va pas. Donc c'est un déséquilibre permanent qui finalement fait cet équilibre dans le mouvement. On peut décrire l'homéostasie un peu comme ça. L'erreur serait de croire qu'on est stable tout le temps. On a toujours des petites variantes. Et être capable de créer un milieu équilibré, eh bien, ça nécessite de pouvoir s'adapter très légèrement aux variations, plus, moins, etc. Trop froid, trop chaud, par exemple, pour prendre quelque chose d'extrêmement basique. Mais ça n'est pas évidemment linéaire, c'est pas quelque chose... voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille en quelque sorte. C'est pas une ligne, c'est juste des ondulations et je vais essayer de faire en sorte pour que les creux de vagues soient pas trop prononcés et le haut des vagues soit pas non plus trop haut. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ça. Alors, en permanence, le corps va surveiller nos constantes vitales. Par exemple, la température, le pH sanguin, l'oxygène dans le sang, la composition du sang en ions, le calcium, le sodium, le potassium, plein de choses comme ça qui sont en permanence régulées, sans qu'on s'en aperçoive. Et ça marche tout le temps, toujours, c'est quand même phénoménal. Quand on commence à se pencher un petit peu là-dessus, on se dit, mais en permanence, il y a une analyse de tout ce qui circule à l'intérieur du corps et une réaction en fonction de ce qui est analysé. Si c'est trop élevé, si c'est trop bas, à chaque fois il y a une réaction du corps, quel que soit le domaine qui est analysé. Mais cette réaction ne peut se faire que si je suis dans les conditions optimales, si mon organisme est en capacité de faire ces adaptations ou mettre en place des processus divers comme des processus d'auto-guérison par exemple. Il faut juste que je lui donne les moyens d'être capable de faire ça. J'ai oublié de vous dire le taux de sucre dans le sang aussi. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, auxquelles on ne pense pas forcément tous les jours, mais ça tombe bien parce que notre intelligence naturelle du vivant, il pense à notre place. Et c'est ça aussi qui différencie le vivant de quelque chose qui est mort, c'est cette capacité d'adaptation en permanence.
Qu'est-ce qu'on peut prendre comme petit exemple? La cicatrisation. Ça, en plus, c'est facile à voir parce que ça peut être extérieur. Hein, quand on va se couper, quand on va se brûler, le corps se répare tout seul. C'est quand même phénoménal quand on y pense. Hein, donc, sauf si on en empêche. Si tous les jours, on va gratouiller un peu la cicatrice, ça va aller un peu moins bien. Sinon, ça cicatrise tout seul. Qu'est-ce qui se fait tout seul aussi? La gestion de la température. Quand on a trop chaud, on va transpirer. Pour que la transpiration puisse s'évaporer, créer du froid, et ensuite, le sang amène le froid aux organes centraux, qui doivent rester à une certaine température. Le cerveau, le cœur, etc. Ça, c'est magique aussi. Et quand on a froid, qu'est-ce qui se passe? On frissonne. Et le frisson, ça crée de la chaleur. C'est le mouvement. Le mouvement crée de la chaleur. Regardez, puisqu'on en parlait la dernière fois, regardez en ce moment comment sont les chats. Il fait plus froid, les chats ont doublé de volume. Ben, ils ne sont pas plus lourds, ils ont juste doublé de volume. Alors nous, évidemment, on n'a pas la même fourrure. Hein. On a quand même des poils qui se dressent. On a quand même les poils. Il n'y a plus assez de poils pour faire un isolant. Ouais. Voilà. Après, le petit bonhomme qui fait pipi, là, c'est aussi pour symboliser le contrôle du volume sanguin, hein, de toutes les quantités d'eau dans le corps. Et tout ça, c'est extrêmement, extrêmement bien fait. À partir du moment où il y a des choses qui se dérèglent au niveau de ces constantes-là, le taux de sucre, la pression artérielle, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ces mécanismes automatiques et naturels, mais ils ont du mal à se faire. Et pourquoi? Ben souvent parce qu'on les en empêche. Alors on peut les en empêcher de plein de façons. Hein. Et ce dont on va parler ce soir, l'un des éléments les plus courants, c'est tout simplement notre hygiène de vie. Comment je mange, comment je bouge, comment je fais du sport, comment je vis, en fait, tout simplement, pour faire très très simple. Pour simplifier encore, on peut dire que c'est le système nerveux et le système endocrinien, globalement, qui s'occupent de ces fonctions-là. Donc dès qu'on va perturber le système nerveux ou le système endocrinien, par hasard, avec un léger stress, ça n'arrive jamais, hein. Du coup, on peut perturber tout ça aussi. Ouais, on peut tellement le perturber qu'à un moment donné, tous les systèmes s'effondrent complètement. Et là, on a l'apparition de différents symptômes, de différentes maladies, ce qu'on appelle communément des maladies, etc. Et donc, là, à un moment donné, il faut que je restaure ça. Voilà. Si j'ai été trop loin, il faut que je le restaure. Si j'ai trop travaillé, si j'ai enchaîné des activité sur activité, c'est génial, on fait tout ça. En plus, on a une chance extraordinaire. Être dans l'hyperactivité, c'est socialement valorisant. Quelqu'un qui bosse 60 heures par semaine, c'est un héros. Par contre, quelqu'un qui bosse 20 heures par semaine, c'est un gros flemmard. Mais il y a des limites au curseur. Dans les processus naturels du corps, il y a aussi le nettoyage. Le nettoyage, la fameuse détox qui est à la mode là, quand on vous dit oui, il faut faire une détox, donc du coup il faut acheter plein d'ampoules de radis noirs ou une cure de je sais pas quoi très très chère. Bon, c'est bien, hein, bien sûr, c'est bien, mais en fait la détox c'est juste une fonction naturelle du corps. Le corps se nettoie. Dès qu'il est au repos, il se nettoie. Quand est-ce que ça pose problème? Quand il est surchargé de ces toxines et de ces déchets qu'il n'arrive pas à éliminer, ou bien quand on l'empêche de se nettoyer, c'est-à-dire, comme vient de dire Frédéric, quand on ne se repose pas suffisamment, quand on court tout le temps, et on ne met pas en œuvre ces mécanismes-là. Et du coup, quand on n'écoute pas ça, hein, quand on n'écoute pas ces principes-là du vivant, et qu'on abuse un petit peu, on tombe malade. Alors on tombe malade, donc c'est pas notre faute du tout. Hein. J'ai pas de chance, je suis tombée malade, j'ai attrapé un microbe. Je ne sais plus à qui tout à l'heure j'ai dit je te fais pas la bise, j'ai un microbe, je lui ai répondu le microbe n'est rien, le terrain est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains en contact avec, je sais pas, dans une classe où il y a une gastro, certains vont l'avoir, d'autres non. Pourquoi?
Oui. Donc un corps à qui on a permis justement de se nettoyer régulièrement, à qui on permet de mettre en œuvre ces mécanismes de nettoyage, le microbe il va savoir se défendre. Sinon, si on ne fait pas ça, on est moins résistant. Le système immunitaire il est moins performant, il est en sous-fonctionnement ou en surfonctionnement à cause de tous les déchets qui vont encrasser le corps. Alors ça nous renvoie à quelque chose que l'on abordera tout à l'heure, ça nous renvoie à notre notion de responsabilité. Parce que j'attrape pas une inflammation, je la fabrique. Quand même être clair avec ça. Je n'ai pas attrapé une inflammation, je l'ai juste fabriquée. Et donc cette notion-là, elle nous renvoie inévitablement à quelque chose d'essentiel. On verra ça un peu plus loin, mais à quelque chose d'essentiel, c'est oui, qu'est-ce que j'ai mis en place pour en arriver là? Et ça nous renvoie à cette fameuse notion de responsabilité et de choix. Parce que notre corps, en fait, nous envoie des signaux. Nous envoie des signaux qu'on peut décider d'écouter ou pas. Je me lève le matin, j'ai un peu le nez qui coule. Tu rhinite comme ça, je me mouche, et puis bon, rien de plus, bon, une fois ou deux dans la journée. Hein. Et puis j'ai un petit peu mal au crâne. Mais voilà, c'est tout. Hein. Ça, c'est... ou alors j'ai un peu mal au genou, je cours, j'ai un peu mal au genou, mais bon, sans plus, quoi. Voilà. Et puis, je suis un petit peu constipée. Ou alors, à l'inverse, j'ai des selles un petit peu liquides. Bon, la naturopathie, c'est pipi, caca, tout ça, hein, comme d'habitude. Donc, je suis un peu en diarrhée, voilà, un peu constipée. Mais c'est pas grave, j'écoute pas. Alors qu'en fait, ça, c'est déjà des premiers signaux d'alarme du corps. Hein, c'est un petit voyant jaune qui commence à clignoter, là. Si on continue comme ça, avec l'alimentation qui ne convient pas, avec un rythme de vie qui ne convient pas, trop ou pas assez, mais qu'est-ce qui va se passer? Après les petits signaux jaunes, il va y avoir le orange. Donc ça va être des réactions un peu plus vives, en fait. Hein. On va avoir une tendinite, on va avoir vraiment un gros rhume, on va avoir un peu d'eczéma qui va sortir. On commence à avoir une manifestation un petit peu plus dure. Et puis si on n'écoute toujours pas, en fait ça devient chronique. L'inflammation devient chronique, l'eczéma devient chronique, la rhinite, la sinusite deviennent chroniques, alors qu'en fait, et là, on est vraiment au voyant rouge. On commence à déstabiliser un peu parfois la pression artérielle, on va commencer à déstabiliser le taux de sucre. En fait, voilà, ça commence à se dégrader. Mais si vous avez toujours les symptômes d'inflammation, ou de boutons, ou de diarrhée, ou de transpiration qui sent pas bon, ou etc., ça veut dire que votre corps, il a encore l'énergie de sortir les toxines. En fait, le corps, il a une espèce de force centrifuge pour éliminer les déchets dont il ne veut pas. Et il va les sortir par tous les moyens qui sont à sa disposition. Il y a deux moyens principaux, hein, les portes de sortie principales. Depuis le temps qu'on fait ces conférences, quand même. Bon. Les intestins et les reins. On est toujours dans le pipi caca. Les intestins et les reins qui vont éliminer nos déchets, qu'ils soient de type acide ou de type mucus. Hein, voilà. Et quand la quantité de toxines est trop importante, ou alors quand on a trop sollicité les organes, ou alors quand on met notre énergie ailleurs, c'est-à-dire dans un stress, dans une suractivité, ces organes qui sont pourtant très puissants commencent à être débordés. Et donc, du coup, le corps, il a cette intelligence de dire, moi, j'en veux pas les toxines, je sais que c'est pas bon pour moi. Donc, sortie de secours. Sortie de secours, bronche, gorge, nez, oreille, et puis la peau. Donc, bien sûr, on a la transpiration qui va faire éliminer les toxines. Et si un jour ou l'autre vous vous dites, bah, tiens, je transpire un peu plus, ou alors ça sent plus mauvais que d'habitude, ou tout ça, dire, ah, bah, mon corps se nettoie. Là, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Mais ça, c'est encore assez normal. Après, quand ça devient pathogène, c'est l'acné, l'eczéma, le psoriasis, en fait, quand la peau sert de relais à l'élimination des toxines qui ne se font plus dans le circuit normal. Donc, bien prendre ça pour des signaux d'alerte en disant « je suis en train de m'intoxiquer ». Et mon corps, qui a encore de l'énergie, réagit avec des signaux. Et puis, au bout d'un moment,
contre, si on ne fait toujours pas attention, ah ben, ça ne réagit plus. Je ne suis pas malade. Avant, j'étais malade, je ne suis pas malade. Bon, je peux fatiguer, je suis toujours un peu constipée. Et le corps a baissé ses signaux. Et là, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'énergie vitale pour éliminer les toxines et que cette force centrifuge va devenir une force centripète, c'est-à-dire qu'on va cumuler ces toxines, on va en quelque sorte scléroser, enflammer les toxines, et ça développe des maladies beaucoup plus graves. C'est un terrain qui va prédisposer, par exemple, aux tumeurs, cancers, etc. Parce qu'au bout d'un moment, le corps, pour assurer sa sauvegarde, peut mettre des zones du corps en quarantaine. C'est par exemple le cas de développement de tumeurs, par exemple, pour ne citer que cet exemple. Et donc, évidemment, ça n'a rien de joyeux, mais cette zone est mise en quarantaine parce que le corps ne peut plus rien faire. On l'a tellement peu écouté que toute cette accumulation de déchets, lui, il faut bien qu'il en fasse quelque chose. Il ne peut pas faire autrement. Il y a tellement de déchets. Donc, pour sauvegarder le plus longtemps possible notre survie, en quelque sorte, eh bien, il peut mettre des zones du corps en quarantaine quand on est vraiment allé trop loin. Donc, tous ces signaux-là, qu'on connaît tous, en fait, il faut bien les interpréter, non pas comme « j'ai pas de chance, je suis tombée malade », mais mon corps se nettoie, et c'est bien parce qu'il a l'énergie de le faire, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder en quoi est-ce que je m'intoxique en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'en ce moment je mange n'importe quoi ou n'importe comment, pizza, sandwich sur le pouce en 2 minutes chrono le midi, et puis du coup je me rattrape le soir, énorme repas le soir, et puis je dors pas bien, et puis je suis fatiguée, et puis je cours, et tatati, tata, vous voyez un peu? Dire bon, ok, bon, personne ici ne se reconnaît, bien sûr. Au bout d'un moment, il faut dire qu'est-ce que me dit mon corps si je ne veux pas aggraver les choses. Oui, parce que tout à l'heure, on vous disait que c'était le corps qui devait s'adapter à l'environnement et non l'inverse. Mais tout ça, ça a quand même une limite. C'est juste notre limite et notre capacité à nous adapter. Et plus mon corps j'en prends soin, plus il évolue dans un environnement sain, plus j'ai la capacité à m'adapter à mon environnement. Mais jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. Alors, si ça c'est notre environnement habituel et nos comportements habituels, au bout d'un moment, on va dépasser les capacités naturelles de nettoyage du corps. On a la pollution atmosphérique, la vie en ville, les ondes, les pesticides, l'alcool, le café, le tabac, la malbouffe, la sédentarité. Vous voyez, tout ça, ça a un temps. Ça a un temps. Le corps, il est capable de gérer ça un moment. Mais un moment. Alors, si vous ajoutez parce qu'en fait, le seul fait de vivre, on produit des déchets. Déjà, le seul fait de vivre naturellement, ici, dans cette pièce, notre corps produit évidemment beaucoup de déchets. Alors, nous, on sécrète pas mal d'acide phosphorique en ce moment parce qu'on est concentré sur le message que l'on a envie de vous faire passer. Si vous avez couru, vous avez sécrété beaucoup d'acide lactique, peut-être que vous avez fait un footing avant de venir, etc., etc. Donc, notre vie quotidienne nous fait produire une multitude de déchets qui, majoritairement, peuvent être assez facilement éliminés, à condition de passer à la diapo suivante. Excellente transition. Ouais. Voilà. À condition de laisser s'exprimer, de laisser faire ces processus de nettoyage, ces processus adaptatifs. Et les processus adaptatifs fonctionnent d'autant mieux qu'on leur donne de l'énergie. Si notre énergie, elle est occupée à autre chose, ça va fonctionner beaucoup moins bien. C'est ça que tu voulais comme diapo ou celle d'après? Oui, non, mais c'est bien déjà. C'est très bien. Bon, du coup, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le stress, on va courir toujours, l'insomnie, on voit aussi l'épuisement par hyperactivité qui peut être sportive en fait aussi. Oui, quand on parle d'hyperactivité, c'est toutes les activités aussi bien professionnelles, qui sont encore une fois légitimées par notre système sociétal, ce que je disais tout à l'heure,
Mais ça peut aussi être des activités énergivores. Alors vous allez dire, ouais, mais moi j'adore ça, j'adore faire ça. J'adore courir, j'adore faire du théâtre, j'adore faire tout ce que vous voulez, de la musique, etc. Mais ça a aussi une limite, parce qu'en fait, on est dans un mode où on fabrique du déchet, du déchet, du déchet, du déchet. Toutes les activités produisent du déchet, voilà, pour faire simple. C'est un peu ça. Quand on imagine la vie la vie d'une mère de famille normale, lever tôt, peut-être pour s'occuper un peu d'elle, et encore surtout pour débarrasser le lave-vaisselle et préparer les sacs des enfants. Ensuite, il faut stresser parce que les enfants ne se lèvent pas, donc on stresse pour arriver à l'heure à l'école. Une fois arrivé au boulot, super, j'ai prévu 2 heures pour faire ça et ça, mais mince, j'avais pas vu, j'ai une réunion. Donc du coup, je vais en réunion, j'ai pas préparé, je suis à côté du collègue que j'aime pas, machin. Bon, et puis du coup, l'après-midi, je dois faire le boulot que j'avais prévu le matin, ça va pas non plus. Et puis je pars à 5 heures parce que j'ai les enfants à aller chercher. Du coup, le coup d'œil du collègue à côté qui me fait passer pour une feignasse parce que je pars à 5 heures. Les enfants, ça n'a pas été, il y en a un qui est tombé dans la cour de récré. Bon, je continue comme ça, hein, jusqu'au soir. Comment voulez-vous après, bon, les gens viennent nous voir et disent, je suis stressée. T'as oublié la vaisselle. Oui, la vaisselle, le vaisselle, repassage, machin. Bon, bref. Pour les hommes, c'est pareil, hein, on fait le truc. Et alors, les gens viennent voir et disent, mais qu'est-ce que je peux prendre pour être moins fatigué? Prenez du repos. Il n'y a rien d'autre. C'est ça la question que je peux prendre. Rien, on enlève. C'est pas possible, c'est une vie qui n'est pas humaine, quelque part. Hein, vous voyez? C'est pas caricatural, là. Non, c'est vraiment pas caricatural. Cette histoire de prendre du repos, alors même si elle est de plus en plus entendable aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit quand même, et vous en êtes la preuve ce soir, qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait autour de ça. Néanmoins, ça reste quand même, c'est quand même pas la majorité des personnes qui peuvent entendre ça. Hein. Mais ça bouge. Souvent on ne peut pas, ou on n'a pas idée de comment on pourrait faire autrement. Et souvent, ça engendre en fait de vrais changements, de vrais bouleversements dans la façon de vivre, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Donc du coup, on continue comme ça jusqu'à ce qu'un matin, on n'arrête plus à se lever. Hein, ça s'appelle le burn-out, c'est-à-dire j'ai plus du tout d'énergie, j'ai vidé mon système endocrinien, mon système nerveux, et je peux plus avancer. Et c'est brutal cette affaire-là. Soyons très clairs, c'est brutal. Ça prévient au travers de différents symptômes qui se manifestent sur le plan physique et sur le plan psychologique. Et à un moment donné, le corps, pour encore une fois nous empêcher d'abréger notre vie, qu'est-ce qu'il fait notre corps? Il coupe le disjoncteur. Et là, je suis assis sur mon canapé et je ne peux plus me lever. En fait, par exemple. Les hormones du stress, les hormones qu'on produit pour pouvoir tenir, sont produites par les glandes surrénales. Donc au début, quand on a un stress aigu, on va produire de l'adrénaline. Vous connaissez tous l'adrénaline. Donc ça, c'est une réponse au stress, tant mieux, parce que sinon l'espèce humaine ne serait plus là. Hein, il faut qu'on puisse réagir à des dangers, hein, c'est ça. Et après, quand le danger dure un peu, on va produire du cortisol. Et alors cette production de cortisol, c'est très bien pour faire face au stress pendant un moment, mais si ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, en fait au bout d'un moment on s'épuise. Et puis après on s'étonne qu'on a des problèmes sur d'autres domaines, des problèmes de thyroïde, des problèmes pour faire un bébé, des problèmes... en fait, toutes ces hormones là, elles sont épuisées parce qu'elles sont produites pour tenir. On vit quelque part au-dessus de nos moyens énergétiques pendant un moment. Et la plupart des gens qui sont en fatigue chronique, c'est en fait un vide au niveau des glandes surrénales. Et pour réparer ça, le remède miracle. Voilà. Le repos, d'une part, et c'est même pas encore suffisant, c'est très très long, il faut aussi l'absence de stress. Parce que dès qu'on va redéclencher un stress, on revide la réserve qui avait commencé à se remplir. C'est pour ça que souvent les gens qui sont en burn-out font un arrêt de travail, et puis au bout d'un mois ou deux, ils reviennent au travail, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est pas encore suffisamment... C'est un peu comme si vous viviez financièrement au-dessus de vos moyens.
on fait ça, on vit au-dessus de nos moyens. Et à un moment donné, si on veut restaurer notre compte en banque, il faut juste arrêter de dépenser. Et donc mettre au repos la carte bleue. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est pour le système endocrinien. Et puis, on va passer un petit moment sur le système nerveux pour vous expliquer dans quelles circonstances ces mécanismes adaptatifs du corps qui permettent finalement la santé sont exprimés, peuvent s'exprimer, et puis dans quel cas ils ne peuvent pas s'exprimer. Et puis ensuite, on verra quand est-ce qu'on peut utiliser justement volontairement ces mécanismes-là, non pas pour être en bonne santé, mais voilà, la patate. Parce que pour l'instant, on a plutôt parlé de quand ça ne marche pas. Il faut connaître ça aussi. Alors, bon, je pensais qu'il allait causer, mais non. Ah, tu choisis. Ben non, mais je... Oui. Alors, sur le plan nerveux, deux systèmes principaux qui régissent notre mode de fonctionnement. Il y a un accélérateur et un frein. Et nous, en général, on appuie toujours sur l'accélérateur. C'est ce fameux système qui nous fait accélérer, système sympathique, qui nous fait fonctionner à fond tout le temps. Et quand on est en activité, c'est ce système-là qui tourne. Dès que vous êtes en mode repos, quand vous avez trouvé la pédale de frein et que vous avez lâché l'accélérateur, c'est l'autre système qui se met en route pour vous apaiser. Alors, quand on est en mode orthosympathique, en fait, là, on parle du système nerveux autonome, celui qui fonctionne tout seul. C'est pas celui qui va dire que si j'ai envie de lever mon bras, hop, je commande, je lève mon bras. C'est celui, en fait, qui fait la respiration, les battements du cœur, la digestion. Ça marche tout seul, on n'a pas besoin d'y penser. Et donc, ce système nerveux autonome, il a deux branches, la branche parasympathique et la branche sympathique ou orthosympathique. La branche orthosympathique, elle est activée quand il y a un danger ou une nécessité d'action. Et donc, on va voir que quand on est sur ce mode orthosympathique, on va avoir par exemple les pupilles qui vont s'ouvrir un petit peu plus pour mieux voir. On va avoir les battements du cœur qui s'accélèrent pour que le cerveau et les muscles soient mieux irrigués, parce qu'on doit combattre ou on doit fuir. Oui, donc, tous ces mécanismes-là. Et puis, bien sûr, on bloque les autres fonctions qui ne sont pas utiles en cas de bagarre ou en cas de course. Si on doit s'enfuir devant un serpent ou je ne sais quoi, un mammouth, c'est des fonctions qui sont très anciennes, c'est pas le moment de faire une pause pipi. Tout est bloqué au niveau du digestif et des éliminations. Même si vous aviez faim, la sensation de faim disparaît instantanément parce qu'elle n'est pas prioritaire. Quand on a le trac, avant de passer le permis de conduire ou je sais pas quoi, c'est pas là où on a envie de faire un gros repas. Éventuellement, quand on est un peu détraqué, on va manger du chocolat ou du sucre parce que ça nous rassure, mais en fait, c'est pas du tout de la faim, en fait, c'est du stress. Donc le système sympathique ou orthosympathique, c'est fait pour amener finalement l'énergie aux muscles et au cerveau pour être capable de faire face à un danger. Et puis le système parasympathique, c'est le système où on va mettre toute l'énergie plutôt dans le système digestif, pour digérer déjà, comme son nom l'indique, mais aussi pour réparer, pour nettoyer, éliminer les toxines et puis régénérer les tissus. Et donc ce système-là, c'est le système du repos. Alors on entend par repos pas exclusivement le repos physique, je vais me coucher, etc. On parle de repos sur tous les plans de notre corps, enfin du fonctionnement de notre corps. Ça peut bien évidemment, et vous verrez après, on en parlera plus longuement, c'est aussi le repos digestif, bien entendu. On va en parler juste après. Oui, donc là on parle du système nerveux, mais le système endocrinien il est très très lié. Dans certains cas, c'est certaines hormones qui sont produites, et dans d'autres cas, c'est d'autres hormones, ça fonctionne vraiment ensemble. De toute façon, là on a, comment dirais-je, catégorisé, ou on a fractionné les différents systèmes, mais évidemment, tout fonctionne en harmonie. On est bien d'accord, il est absolument impossible de fractionner tel qu'on veut vous l'expliquer. Tous ces systèmes, ils sont tous en synergie et ils fonctionnent tous ensemble. Donc l'un a une influence sur l'autre, bien évidemment. Alors du coup, tous les processus dont on a parlé juste avant fonctionnent essentiellement en mode parasympathique, pas en mode orthosympathique.
Alors, ça, c'est vraiment le mode qui va vous permettre de mettre en place des processus d'auto-guérison, des processus de réparation, des processus de santé, tout simplement. Oui, donc là, le repos. Alors, le repos, il peut être physique, hein, où on peut aller au-delà de ses capacités physiques, comme on a dit. Ça peut être un sport, une activité physique qui est trop intensive, ça peut être d'autres sollicitations physiques. Mais la sursollicitation, elle peut être aussi digestive. On peut manger au-dessus de nos capacités de digestion, ou on peut manger des choses qui ne sont pas adaptées. On peut manger soit en trop grande quantité, soit des choses qu'on a du mal à digérer, ou on peut aussi faire des mélanges qui ne sont pas du tout bons pour nous, hein, parce que ma voisine, elle est allée voir une naturopathe et elle fait ça et ça lui va bien, parce que j'ai vu ça sur internet, parce que ci et là, donc du coup je fais ça. Alors en fait non, c'est pas adapté à moi. Ou alors parce que j'y pense pas et puis au McDo tous les jours, et c'est tout. Vous vous rendez compte, on peut manger tout le temps si on veut. C'est dingue. C'est juste dingue. On peut manger tout le temps. Et on peut être en activité tout le temps. Et manger des cacahuètes. Voilà, on peut vraiment manger tout le temps. Voilà. Et le fait de manger tout le temps, eh ben, dès que vous avalez quelque chose, pouf, sécrétion d'insuline, eh ben mon système sympathique, il repart plein pot. Et là, on peut manger tout le temps. Si on veut, on mange tout le temps. Souvent, l'alimentation, elle sert à nous stimuler. Si on arrête de manger, on se rend compte qu'on est dans un gros état de fatigue. Mais souvent, l'alimentation, et là, on ne parle pas du fameux café, des excitants, des sodas, hein, où là, on masque complètement la vraie fatigue. Si on fait un petit test là, vous ne répondez pas tous hein, parce que ça va être le bazar, mais la semaine, vous vous couchez à telle heure et puis vous mettez votre réveil. Donc vous vous réveillez le matin. Okay. Imaginons le week-end, vous ne mettez pas de réveil. Combien de temps plus tard vous vous réveillez? En moyenne, c'est à peu près 1 heure. Quand on ne met pas de réveil, à peu près, on se réveille 1 heure après. Okay. Donc ça veut dire que quelque part, toutes les nuits, on a 1 heure de sommeil en moins. Ça veut dire que ça fait 7 heures par semaine, ça fait 1 nuit par semaine qui nous manque. Ça fait 4 nuits par mois qui nous manquent. Imaginez de faire 4 nuits blanches dans le mois, comme on dit, on n'a plus 20 ans. Donc ça va pas. Donc vous voyez, en fait, on cumule, mine de rien, cette dette de sommeil. Des petites choses comme ça, faites attention à ça. Donc qu'est-ce que dire? Bah oui, mais je ne peux pas me lever 1 heure plus tard. Bah non, mais on peut peut-être se coucher 1 heure plus tôt. Non, j'ai la vaisselle. Ah merde. Et voilà, on est toujours dans ce processus parce qu'en fait, on crée de la dette. Et quand vous créez de la dette, bah, bien évidemment, vous mettez votre corps en souffrance. Et dès que votre corps est en souffrance, il fait quoi? Il sécrète des hormones pour aller mieux. Et donc, vous enclenchez le système sympathique et le système de destruction massive. En fait. C'est ça, c'est un système de destruction massive. Donc, manque de sommeil, c'est-à-dire qu'en fait, on est crevé toute la journée, on pense qu'il y a une chose, c'est dormir, et une fois dans le lit, impossible de fermer l'œil. Ça aussi, un épuisement surrénalien, parce que le cortisol, il n'est pas produit au bon moment, en fait. Hein. C'est ça. Ouais, un petit rappel, même si on en parlera une prochaine fois, mais qu'est-ce qui crée cette fameuse sécrétion, notamment de cortisol? C'est vraiment nos pensées, quoi. C'est parce qu'on est tout le temps en train de penser, et quand vous êtes tout le temps en train de penser, eh ben, simplement, vous êtes en mode sympathique, c'est-à-dire que vous envoyez du lourd, et puis vous consommez, et vous abîmez. C'est juste ça. Il n'y a pas que l'alimentation, hein, bien évidemment. On est sur plusieurs tableaux en même temps, mais on ne peut pas dissocier l'un et l'autre, parce que regardez ce qui se passe. Quand vous êtes en stress parce que vous commencez à mouliner, à psychoter, par hasard, vous n'auriez pas envie de manger un petit bout de chocolat? Bien sûr que si. Je suis crevé, j'ai eu une journée de malade. On ne se prendrait pas une petite bière?
Allez. Et c'est normal, puisque la bière est pleine de sucre. Donc c'est logique, on est attiré par ça. Bon, on voit comment ça réagit. Voilà, donc le repos, il doit être physique au sens du sommeil, il doit être aussi digestif, il va être mental, hein, donc arrêtez de mouliner, et puis intellectuel aussi. Une petite différence, c'est parce qu'en fait on a toujours énormément de sollicitations. On est toujours en train de lire, de regarder l'ordinateur, de regarder la télé, de ceci, cela. En fait, le vide, on s'ennuie ou on a peur du vide, en fait. Donc cette sursollicitation intellectuelle, elle fatigue aussi, ça prend beaucoup d'énergie. Donc l'intellectuel, le mental, le digestif et le repos physique, ça, c'est des conditions à la santé. Si on abuse de tout ça, les mécanismes adaptatifs, ils ne se mettent pas en route correctement. Et c'est les mécanismes adaptatifs qui nous permettent d'être en harmonie avec notre environnement. Et donc là, je peux supporter un environnement délétère, je peux supporter un environnement complexe, puisque j'ai mis en place tous les processus pour prendre soin de mon système nerveux, de mon système endocrinien, de mon système cardio-respiratoire, etc., de tous mes systèmes. Et donc, inévitablement, je suis capable d'encaisser un environnement qui est, par moments, moins favorable. Alors du coup, comment faire pour laisser s'exprimer simplement tous ces processus adaptatifs? Une alimentation qui vous convient. On ne va pas donner ce soir, on va pour une fois parler assez peu d'alimentation. Parce qu'il n'y a pas de recette pour tout le monde en fait. Chacun est différent et certains vont dire non, moi je mange pas de produits animaux, je suis végane, etc. D'autres vont dire moi j'ai besoin de manger de la viande. D'autres vont dire moi je m'en fiche, je mange ce qui traîne. D'autres vont dire je veux absolument que ce soit bio et local. D'autres vont dire machin. Donc déjà on a une vision intellectuelle de ce qu'on veut manger. Ouais, et ça crée un dogme, ouais. Ça crée une religion. Ouais, moi je suis végane. Moi, je suis viandard. Moi, je suis paléo. Moi, je suis paléo. Moi, je suis crudivore. Ouais, c'est quoi ta religion? C'est vrai, c'est pas que chaque mode d'alimentation soit mauvais, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, il faut vraiment manger en fonction de nos capacités digestives et pas forcément de ce qu'on a envie intellectuellement. Et si on veut vraiment, par conviction, adopter telle ou telle alimentation, il y a des phases de transition. On ne change pas d'alimentation du jour au lendemain ou même sur quelques semaines. C'est trop court. Hein, le système adaptatif n'a pas le temps de s'y faire. La flore intestinale n'a pas le temps de se modifier. Surtout qu'on est stressé, épuisé, comme on a dit avant. Hein. Donc voilà, on ne va pas donner des recettes d'alimentation. Juste de dire, je ne mange pas avec ma tête. Je fais attention. Est-ce que quand je mange, comment je me sens après? Ce serait comme si vous alliez manger... à la boîte à pizza tous les soirs, au McDo tous les soirs, et qu'un jour, vous dites, tiens, je vais me faire un super jus d'épinards. Et là, il se passe quoi? Ben, j'ai le bide en vrac. Toute la nuit, j'ai le bide en vrac. Parce que j'ai envoyé 1,5 litre de jus d'épinards. Qu'est-ce qui se passe là? Au secours, c'est juste pas possible. Petite dédicace personnelle. C'est une dédicace personnelle. Bon. Donc du coup, si on veut tester si l'alimentation convient, comment je me sens après avoir mangé? Est-ce que j'ai besoin de faire ma petite sieste postprandiale, hein, je fais un petit peu, je perds un peu d'énergie après le repas, ou est-ce qu'au contraire je me sens bien? Est-ce que par exemple, je prends un bon petit déjeuner, mais à 9h30, 10h, j'ai faim? Ça va pas non plus, ça. Hein, vous voyez bien. Est-ce que je dois être régulièrement? Est-ce que patati patata? En fait, il faut vraiment regarder, est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que ce que je fais, que ce soit alimentaire ou autre, ça augmente mon énergie? Ou est-ce que je sens que mon énergie baisse? Si l'énergie baisse, il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est un formidable outil. Je mange, comment je suis après? Alors, si je ne suis pas carencé en sommeil, bien sûr, est-ce que je suis obligé d'aller me coucher ou est-ce que ça me booste? J'ai parfois des personnes en consultation qui me disent oui, alors quand je bois
quand je mange un yaourt, quand je prends je sais pas quoi, j'ai mal au ventre. Est-ce que vous pensez que je dois arrêter? Oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est votre corps qui le dit. Hein. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est prendre la responsabilité de ses choix. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui peut dire. Nous, en tant que thérapeute, juste on pose les questions. On n'a pas des rayons laser dans les yeux pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Hein, c'est les questions. Vous avez toutes les réponses aux questions qu'on pose en consultation. Il faut juste écouter. Si vous avez mal au ventre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et si c'est récurrent, bah, c'est pas trop difficile d'identifier ce qui ne va pas. N'oubliez pas que le corps est fait pour fonctionner normalement en pleine santé, en parfaite santé. C'est une anomalie, pardonnez-moi de le dire comme ça, on aura l'occasion d'y revenir, c'est une anomalie de ne pas être en bonne santé. Et au niveau digestif, la digestion parfaite, c'est le silence des organes. Voilà. Pas de douleur, on ne ressent rien. On ne ressent rien. Pas non plus de fatigue après le repas. Et on a de l'énergie, bien sûr. Alors, après, d'autres choses, on a parlé du repos. Il y a beaucoup de techniques qui permettent de passer du temps dans le système nerveux parasympathique. Celui qui permet la régénération, c'est la mise en œuvre de ces mécanismes adaptatifs automatiques. Toutes les activités, c'est pas forcément le sommeil, ce sont des activités où on va être calme, et surtout, là où c'est encore plus efficace, on en reparlera tout à l'heure, les activités où on va contrôler la respiration, travailler sur la respiration. On en reparle après. L'activité physique modérée et qui convient à la personne, et c'est pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes capacités. On va dire, ça fait 6 mois que je cours 20 km tous les jours, je vais continuer encore pendant 6 mois la même chose. On ne sait pas. On n'a pas toujours la même forme. Activité physique à but non compétitif. Hyper important, parce que la compétition crée le stress. Et simplement, ce qui crée le stress aussi, il y a, pour les personnes qui font du jogging ponctuellement, c'est ma montre. Ah, j'ai fait 10 km en 50 minutes dimanche dernier. Et là, aujourd'hui, je mets 52 minutes. Oh, c'est la fin de ma vie. Je suis au bout de ma vie, là. J'ai juste mis 2 minutes. Et ça va changer quoi dans ta vie? Et donc ça, on se crée juste du débordement émotionnel, du vrac émotionnel, en regardant sa montre. Mais si ce jour-là, tu as envie d'aller courir et courir 5 km par an, tu as ta dose, tu rentres à ta maison. C'est juste. Il faut vraiment un juste équilibre d'activités physiques qui vont avoir leur utilité, leur efficacité, et c'est indispensable, et des activités où on est plus relaxé. Ça peut être le yoga, ça peut être le qigong, ça peut être la méditation, ça peut être marcher tranquillement, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il ne faut pas croire que quand on est stressé et fatigué, faire uniquement du sport intensif pour se défouler, ça va arranger les choses. Au contraire, on va produire des endorphines, du coup on ne voit plus qu'on est fatigué et puis on est super heureux, mais après, plus dur est la chute en fait. Hein. Et on continue à vider les surrénales. Donc il faut vraiment un équilibre entre les deux. On voit beaucoup en consultation, que ce soit des hommes ou des femmes, qui enchaînent des journées dingues. Le midi, ils se dépêchent, ils vont courir, ou le soir, ils rentrent, ils prennent leur sac de sport, ils montent dans leur bagnole, ils filent à la salle de sport ou au basket ou au tennis, peu importe. Ils reviennent, ils ont été à fond tout le temps, quoi. Ils ont été juste à fond tout le temps. Donc quand on est à fond tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? On est en phase de destruction massive de nos cellules. Et c'est valable aussi pour le surmenage intellectuel. Hein, les gens qui ne font pas du tout de sport, mais qui sont toujours en stress, en hyperactivité intellectuelle, hein, sur l'ordinateur jusqu'à très tard, etc., ou autre chose. C'est pareil, hein, cet épuisement. Donc du coup, il faut veiller à avoir un équilibre dans toutes nos activités. Et à ce moment-là, les merveilleuses capacités du corps humain, elles s'expriment pleinement. Et on est en bonne santé. On n'est pas encore en super pêche, parce que ça c'est juste... c'est la diapo d'après. Mais on est déjà en bonne santé. Et puis on fait attention,
puisqu'on a de l'énergie, le corps va réagir. Si on est intoxiqué, on va avoir une petite rhinite, on va avoir un petit bouton, on va avoir une petite diarrhée, un petit truc, et on se dit, ah, là, je suis allé trop loin. Qu'est-ce que je peux faire? J'allège un peu mon alimentation, je me repose, et hop, c'est reparti. Vous voyez? C'est ça la santé, c'est gérer aussi les petits déséquilibres. Faire attention aux signaux que le corps envoie quand il met en œuvre ces processus adaptatifs. Je ne sais plus quel médecin avait écrit un livre qui s'appelait Votre médecin intérieur ou quelque chose comme ça. Et en fait, il expliquait que votre meilleur médecin, c'est vous, votre meilleur médicament, c'est vous. Je ne sais plus le titre. C'est ça? Ouais. Et ben en fait, c'est ça. Et écoute ce qui se passe là, écoute ce qui se passe ici, et adapte ton hygiène de vie, adapte ta façon de bouger, ta façon de communiquer, ta façon de t'alimenter, adapte, puisque ton corps, il t'explique au travers des symptômes qu'il y a un truc que tu fais qu'il ne faut pas faire, ou il y a un truc que tu ne fais pas qu'il faudrait faire. Il t'explique ça. Mais non, je peux pas trop l'écouter parce que j'ai ma vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En fait, c'est dans chacun de ces domaines-là. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, intellectuellement à comprendre. Après, on va mettre en œuvre. Oui, c'est vrai. Chacun à son rythme. Hein. Tout ce qu'on raconte, c'est super simple. C'est pas compliqué. Tout le monde peut le comprendre. Mais par contre, c'est un petit peu moins simple pour le mettre en œuvre au travers de nos vies, de nos éducations. Non, on y arrive. Ah, ouais. Bon, voilà. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, hein, bien sûr. On n'y arrive pas toujours. Mais essayons de tendre vers plus souvent possible. C'est ça l'idée. Donc, pour résumer, là, hein, notre corps, il a des capacités adaptatives qui fonctionnent naturellement, de réparation, de nettoyage, d'équilibre, qui fonctionnent d'autant plus qu'on les laisse faire et qu'on ne les empêche pas de fonctionner. On les empêche avec le stress et avec une alimentation non adaptée, entre autres, avec un déséquilibre dans tous ces domaines-là. Et si on agit dans tous ces domaines-là, on va arriver à un point où les mécanismes vont fonctionner correctement. Et là, on n'est pas malade. Hein. On a des petites alertes de temps en temps, mais globalement, ça va. Est-ce que c'est pour autant on a la super pêche? Pas encore. Alors maintenant, on va voir comment on va faire. On va avoir vraiment la super pêche. Ouais, pour l'instant, on est arrivé, j'arrive à survivre ou à vivre. On est à l'absence de maladie. Hein. En Et quelque sorte. maintenant, c'est comment faire pour avoir vraiment cette force à l'intérieur de nous, cette joie de vivre, cette énergie qui porte réellement. Pour pouvoir vivre en pleine santé et vivre en pleine santé jusqu'au bout. J'allais dire mourir en pleine santé, mais non, vivre en pleine santé. Juste avant de mourir, il était en pleine santé. Oui, juste avant de mourir, il est en pleine santé. Mais surtout, vivre en pleine santé, parce que, je ne sais plus, c'est toi qui connais les chiffres, hein, mais l'espérance de vie, hein, je crois. 79 ans à peu près en moyenne, l'espérance de vie globale, et 63 ans l'espérance de vie en bonne santé. 16 années de maladie, en moyenne. Hein. C'est horrible. Hein. Et donc ça ne cesse de monter, ça, en fait. Mais pas 16 années avec un rhume. Hein. C'est 16 années avec des pathologies chroniques. Et invalidantes pour certaines. Oui, et ce chiffre, il augmente aussi parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont malades. Donc du coup, forcément, la moyenne d'âge, ça augmente les chiffres. Alors du coup, comment est-ce qu'on va faire pour non pas laisser fonctionner ces processus adaptatifs, mais les suractiver, les booster, les faire qu'on soit plus en forme qu'en forme, en fait. Comment faire? Et bien bizarrement, on va créer un stress. Alors, on vient de passer 1 heure, 3/4 d'heure, on va dire qu'il faut arrêter de stresser. Et puis là, on va dire, pour suractiver c'est le système adaptatif, on va le mettre en stress. Et qu'est-ce qu'ils racontent ces deux-là? Heureusement qu'on est deux, sinon tout seul, ils ne sont pas bêtes. Ok. Mais oui, on va créer un stress. Mais un stress
choisi, un stress de circonstance et un stress surtout qui correspond à l'état physiologique, biologique, etc., dans lequel nous sommes. Et c'est ça qui va nous permettre, en allant juste flirter avec la limite de notre zone adaptative, c'est ça qui va nous permettre de booster notre système adaptatif pour être évidemment en pleine santé et pour pouvoir performer quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Et pouvoir réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser, dans la joie et la bonne humeur. Alors, avant de détailler quelques techniques qui permettent en fait justement d'exposer certains systèmes du corps à un stress, on va parler quand même, je le dis, mais un tout petit peu d'alimentation. Si on veut stabiliser la vie à l'intérieur de nous, on mange, comme on a dit tout à l'heure. Si on veut augmenter la vie à l'intérieur de nous, notamment augmenter la vie au niveau du microbiote, au niveau de tout ce qui fait fonctionner, tout ce qui est vivant à l'intérieur de nous, ben, il faut qu'il y en ait une part d'alimentation vivante. Hein? Donc ça va être les graines germées, ça va être les jus de légumes, les légumes qui ont été cueillis depuis pas trop longtemps, les légumes qui sont lacto-fermentés, c'est-à-dire qui développent une fermentation avec des bactéries lactiques. Tout ça, ça nourrit la vie à l'intérieur de nous. C'est pas forcément le propos du jour, mais je pouvais quand même pas c'est une soirée sans parler de ça, des jus de légumes et des graines germées. Pourquoi ? Parce que on est très lié, notre santé, elle est liée à la santé de notre environnement. On porte la vie en nous on porte les bactéries, de la même façon que les bactéries sont dans le sol. Hein, et n'importe quelle plante ou n'importe quel animal ne peut s'épanouir que s'il est sur une terre vivante, sur un sol vivant, et si à l'intérieur de lui, tout est vivant aussi et bien équilibré. Ça, c'est une notion fondamentale, qui n'est pas une notion de stress, comme on vient de l'expliquer, mais dans un environnement mort, on ne peut pas générer la vie. Donc c'est important de vivre au contact de la nature, c'est important de manger des choses qui ont poussé dans une terre vivante avec des micro-organismes pour entretenir la vie à l'intérieur de soi. Ça, c'est pas stressant, c'est même plutôt agréable. Hein. Mais c'est aussi une condition pour être en plus que parfaite santé. Ça paraît assez logique dans la mesure où comment tu veux nourrir le vivant, comment tu veux nourrir nos cellules vivantes en mangeant quelque chose complètement dénaturé, complètement mort. Tu ne peux pas nourrir du vivant en mangeant du cadavre, pour être un peu provocateur. Ça paraît compliqué, surtout s'il est archi-cuit, etc., etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais, pas trop en tout cas. Mais, si tu veux nourrir du vivant, ben, il faut que tu lui donnes du vivant. C'est juste aussi logique que ça. Par contre, si on a une alimentation qui est composée uniquement de ça, de légumes lacto-fermentés, de kéfir, hein, ça va pas aller. Là, on va tout détraquer. Hein. Okay. C'est pareil que l'histoire du jus d'épinard tout à l'heure. Ouais. Si vous buvez jamais, vous n'avez jamais bu de kéfir et d'un coup vous buvez 1,5 litre, vous allez le sentir au niveau de l'intestin. Hein. Donc ça, c'est avec parcimonie en fonction des capacités adaptatives. Toujours. Si on dit qu'à partir du moment où je veux changer d'alimentation, mettre des choses vivantes ou pas d'ailleurs dans l'alimentation, toujours prendre le temps. Prendre le temps, tester, petit à petit augmenter les quantités et laisser faire ces fameuses capacités adaptatives du corps. C'est là où on ne va pas, sur une réforme alimentaire, c'est là où on ne va pas stresser le corps avec un changement trop radical. Oui. Oui, c'est ça, il faut y aller très doucement. Ouais, c'est ça l'idée. Il faut vraiment changer extrêmement progressivement, rééduquer. Ouais, voilà, c'est une forme de rééducation. Hein, si vous avez été plâtré pendant 6 semaines, vous n'allez pas pouvoir plier le genou totalement en une seule séance de kiné. Donc, il faut vraiment y aller très doucement. Si vous avez été élevé dans une famille omnivore, si vous passez végan du jour au lendemain, le microbiote n'est pas du tout adapté. C'est pareil que un ami indien qui est venu en France, toute sa vie, il était vegan végétarien, de famille, de père en fils, il est arrivé en France, si on lui serrait une entrecôte, ça n'a pas marché, quoi. C'est pareil, hein, on n'a pas la capacité digestive à ça. Donc chacun son rythme, en fait. Hein.
et adapté. C'est pas parce que c'est la mode sur Internet, ou c'est parce que la belle-mère, ou la copine, ou le grand-père fait un truc que c'est bon pour moi. C'est vraiment, il faut s'écouter pour ça. Est-ce que ça booste ma vitalité, ou est-ce que je sens que je suis en train de me dégrader? Ouais, c'est ça. Expérimentez, testez, vérifiez sur vous. Expérimentez, c'est le maître mot de cette soirée. Expérimentez, et c'est la seule, enfin, de mon point de vue en tout cas, et je crois que tu partages, c'est la seule stratégie qui permet d'être le plus juste dans ses choix. J'expérimente, je vérifie, je teste sur moi, et si c'est OK, si ça me convient, eh bien j'adopte. Alors maintenant, on va passer à... On est toujours un peu dans le domaine de l'alimentation. Souvent, il y a des gens qui arrivent en consultation, on voit son verre en surcharge, pas possible. Ça déborde de partout. C'est le foie est engorgé, il y a des kilos en trop, il y a une fatigue, ça déborde de partout. Et alors la question, c'est qu'est-ce que je pourrais manger en plus pour aller mieux? Mais non, quoi. Pas manger en plus. On va plutôt manger en moins. Le repos, c'est aussi le repos digestif. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire un jeûne de 21 jours à partir de demain matin. Là aussi, c'est en fonction des capacités adaptatives. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on ingère de la nourriture fréquemment, on est toujours en train de digérer, c'est-à-dire décomposer les aliments en petites molécules pour pouvoir les assimiler. Et on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout du programme. Et le programme, c'est nettoyage et réparation. Derrière. Donc voilà, on va digérer, on découpe les aliments en petites molécules, on commence à assimiler, et au moment où on va dire, c'est bon, je nettoie, hop, on remange. C'est comme si vous mettiez votre lave-vaisselle en route, et puis à moitié du programme, vous arrêtez, et puis vous ressortez la vaisselle pour manger dedans. Ça peut être propre. Hein. Donc en fait, on mange trop souvent, et le seul moment où on pourrait mettre en œuvre ces capacités de détoxification, d'auto-nettoyage, c'est la nuit, mais on a mangé trop le soir, souvent, et en plus on ne dort pas bien. On ne dort pas bien, donc on n'exprime pas correctement ces capacités de nettoyage. Alors, quand tu manges trop fréquemment, tu stockes. Mais quand tu stockes, à un moment donné, il faut déstocker. Donc le fait de manger, chaque fois que tu manges, parce qu'évidemment tu consommes probablement pas toutes les calories que tu as avalées, eh bien tu stockes, et tu stockes, et tu stockes. Mais nous, les êtres humains, on ne déstocke pas. Donc, on se remplit de déchets. En fait, quand on mange, quand on dépasse notre capacité digestive, on va stocker et on va aussi mal digérer ce qu'on mange, ce qui fait que dans le système digestif, ça va fermenter. Hein, tous les glucides, ça va fermenter, les protéines, ça pourrit, la putréfaction. Et après, on s'étonne d'avoir des ballonnements, des gaz, d'avoir l'intestin enflammé. On mange trop souvent et on ne nettoie pas suffisamment. Donc, pour laisser s'exprimer ces processus naturels de détoxification et de régénération, il faut espacer les prises alimentaires. Espacer les prises alimentaires, créer cette espèce de stress là qui n'en est pas un, au contraire, ça va vraiment faire beaucoup de bien, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être pas forcément, l'idée n'est pas forcément de réduire les quantités ou réduire le nombre de calories dans la journée, mais c'est de les répartir différemment. Et puis on n'est pas obligé de faire ça tous les jours non plus. On peut décider de faire ça une fois ou deux par semaine, ou de tester. L'idée, c'est par exemple, vous pouvez sauter le petit déjeuner, ou alors vous pouvez avancer l'heure de votre repas du soir, prendre une bonne collation à 18h, et puis remanger ensuite le lendemain matin, ou bien le lendemain à midi. Ça s'appelle le jeûne intermittent. En fait, plutôt que jeûne intermittent, je préfère dire espacement des prises alimentaires. Et en fait, on va déjeuner, donc rompre le jeûne un peu plus tard que d'habitude. Si on saute le petit déjeuner, ou alors on va avancer son repas du soir pour que la nuit soit vraiment un moment propice à tout ça, la détoxification, la réparation, hein, bien mettre en œuvre ces processus-là. Alors au début, ça fait peur. Oh là là, mais si j'ai pas mon petit déj, comment je vais faire pour tenir? Eh bien essayez. On a dit tout à l'heure, la nourriture c'est
un stimulant artificiel. Si vous ne tenez pas, c'est que vous êtes trop fatigué, il y a un autre problème. En fonction du tempérament, aussi, il faut adapter ça en fonction du tempérament. Expérimentez progressivement. Si vous prenez votre petit-déj à 7h, demain je vais le prendre à 7h30, et après-demain à 8h, et après-demain à 9h, etc., etc. Et puis vous allez arriver progressivement à allonger l'espace entre les repas. Parce que c'est pendant cet espace que vous réparez. C'est ça l'idée. L'idée, c'est on ne peut réparer notre corps que pendant ces espaces de repos. On ne peut pas le réparer dans d'autres circonstances. Donc, bien évidemment, quand on a développé des pathologies quelconques, eh bien, il me faut des périodes où je vais pouvoir laisser mon corps gérer la maison, quoi, tout seul. Après, si on dit qu'on veut prendre le repas du soir un petit peu plus tôt, on peut avancer un peu l'heure. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est alléger le repas du soir. Par exemple, ne manger que des légumes, au lieu de tout mélanger. Les mélanges, c'est trop compliqué à digérer aussi. Les mélanges, c'est compliqué. Si on a la viande en sauce, avec les féculents, avec le dessert, avec le fromage, le pain, un petit coup de rouge, parce que quand même, je l'ai mérité, j'ai eu une sale journée. C'est trop complexe. Donc ça peut être aussi, pour commencer, si on n'est pas prêt à ne pas manger le soir, parce que socialement ça ne va pas, la famille, ou je sais pas quoi, on peut commencer ça, alléger le repas du soir, prendre des légumes, ou prendre des fruits, par exemple. Pas de monojet de vin rouge. Pas que du vin rouge toute la soirée. Ouais, Jean-Paul. On peut prendre du jus, on peut, vous voyez, et puis chacun en fonction de ce qu'on a envie de faire. Il faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit un plaisir aussi. Si on est dans la contrainte, on est dans le stress, ça va pas marcher. Si on passe la nuit à se dire j'ai faim, qu'est-ce qui va se passer, j'ai faim, c'est contre-productif. Ouais, c'est vraiment ça l'idée. Si c'est trop frustratoire, vous allez générer un conflit interne, ça va balancer une multitude de pensées, et vous allez pas bien vivre le truc, quoi. Donc allez-y ultra progressivement, tout doucement. C'est du goutte à goutte ce rééquilibrage alimentaire notamment. Et alors là où c'est quand même le plus efficace, cette histoire-là de espacement des prises alimentaires, c'est quand c'est régulier. Si vous faites ça 2 fois par an, c'est bien parce que ça va vous nettoyer. Faites ça par exemple après les fêtes ou je sais pas quoi, ça nettoie toujours, c'est plutôt bien. Par contre, si on veut des effets vraiment sur la santé, ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire être vraiment en pleine forme, avoir de meilleures capacités physiques, de meilleures capacités intellectuelles, avoir de meilleures constantes au niveau du sang, etc., faut que ce soit régulier. C'est-à-dire il faut inclure ça dans votre hygiène de vie. Globalement, en général, le soir je mange léger, ou alors moi je mange après 18h, je mange plus, ou alors je prends pas de petit-déj, et que ce soit régulier, avec des exceptions, mais que ce soit vraiment votre façon de vivre. Et voilà, donc petit à petit on teste ce qui nous convient, et puis à un moment on dit oui c'est vrai, mais j'ai la pêche. Comment ça se fait? J'ai la pêche en me levant. Ah ben c'est vrai, j'ai pas mangé hier soir. Voilà. Essayez. Alors, on n'essaie pas ça si on est très malade, si on est déjà très très fatigué. Là, il vaut mieux prendre conseil de quelqu'un pour être accompagné, parce que la condition à laquelle ça marche, ces processus régulateurs, c'est qu'on ait quand même encore de l'énergie vitale. Quand il n'y en a plus assez, c'est plus compliqué. Quelqu'un qui est en total épuisement, burn-out, je ne lui conseille pas de faire ça. On va plutôt recharger. On va prendre des petites prises alimentaires, un peu, voilà. Mais quand on a encore de l'énergie, c'est vraiment un excellent moyen de garder la santé. On est gavé. Dans nos sociétés, on est gavé. On mange beaucoup trop. La frugalité, c'est essentiel. Et du coup, l'espacement des repas, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental si on veut rester en bonne santé. Sur un plan fonctionnel, nos cellules sont totalement faites pour le manque, mais pas du tout pour la surabondance. Quand elles sont dans la surabondance, on développe divers symptômes au départ et ensuite qui débouchent sur des maladies plus complexes. Donc là, oui, on n'est pas sur faut surtout pas manger cela, faut surtout manger ceci. Non, c'est pas ça.
À la limite, continuez comme vous faites déjà, mais espacez les prises alimentaires. Vous verrez déjà un effet. Bon, sauf si c'est des Big Mac, des pizzas, tout ça. Ah ouais, parce mais, que déjà. si on mange des Big Mac, des pizzas et tout ça, on va juste remplir l'estomac. Parce qu'évidemment, quasiment rien là-dedans n'est assimilable, il n'y a pas de micronutriments, il n'y a plus rien, de toute façon, il n'y a plus grand-chose. Donc on a l'estomac plein. Et nos cellules, elles crèvent la faim. Elles crèvent la faim, elles ont hyper faim parce qu'on ne leur a pas donné, ce dont elles ont besoin. Donc moi j'ai plus faim, enfin pas longtemps, parce que vous allez au McDo 2 heures après, 1 heure après, vous avez faim. Mais mes cellules ne sont absolument pas nourries. C'est juste mon estomac qui est rempli. Et c'est très très différent. C'est cette notion de sensation de faim, par exemple. C'est pas parce que forcément j'ai une sensation de faim que j'ai besoin de manger. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en arriver. Bon, ça va pour ce premier petit stress, ouais. Espacement des repas. Ouais, c'est un stress, hein. Ah bah ouais. C'est un stress mental. Hein, c'est un stress mental, ouais, c'est ça. Et vous faites ça demi-heure par demi-heure, pas plus. Parce que le fait de le faire demi-heure par demi-heure, ça va mettre un petit stress qui va renforcer nos capacités plutôt qu'un gros stress. Vous en faites 24 heures de jeûne d'un seul coup. Non, mais vous êtes dézingué, quoi, parce que c'est l'affolement général. C'est l'affolement général. Oui. Attention, parce que le repos engendre le nettoyage. Et si on est fort encrassé, le nettoyage, c'est pas confortable. On appelle ça une crise curative. Migraine, fatigue, boutons, diarrhée, c'est sympa. Hein. Donc allez-y à votre rythme, hein, à moins d'être encadré, d'être un séjour qui est fait pour ça, où là vous êtes dans de bonnes conditions. Alors maintenant, on va passer à une autre technique que j'aime bien. Une technique pour renforcer encore une fois son système adaptatif, hein, pour vraiment pour le booster. Technique qui va booster la vitalité, réellement. Booster la vitalité. Alors la prochaine diapo va rappeler des souvenirs à certaines personnes dans cette salle. Hydrologie. Qu'est-ce qui va booster notre énergie vitale? Qu'est-ce qui va obliger le corps à réagir pour une question de survie? Par exemple, les écarts de température. Et donc, il y a 2 techniques qui vont obliger le corps à mettre en œuvre ces mécanismes adaptatifs qui sont profondément réparateurs. Le chaud, le froid. Et encore mieux, le chaud-froid. Il y a pas mal de gens, quelques personnes dans cette salle qui l'ont fait. Alors, j'ai d'abord parlé de la technique du sauna. La technique du sauna, souvent, on dit oui, je vais faire un sauna à mon club de sport après l'exercice, c'est bien, ça permet d'éliminer l'acide lactique, c'est ok. Ou je vais faire un sauna, je vais faire un spa, je vais faire un truc balnéo, un hammam, un sauna, je suis détendue. Ok, c'est bien, hein, ça détend. Mais le sauna, c'est un outil thérapeutique formidable, si on le fait correctement. Ça va permettre d'éliminer toutes les toxines acides, parce que la peau prend le relais des reins qui sont censés éliminer les toxines acides et va éliminer ces toxines-là par la transpiration. Donc c'est vraiment un très bon moyen de dériver les toxines pour les éliminer au lieu de les conserver. D'accord ? Et puis, le sauna, s'il est fait d'une bonne manière, il va permettre aussi de brûler des déchets profonds. Alors comment on fait ça? On va d'abord, avant d'entrer dans le sauna, il faut être chaud. Il ne faut pas entrer dans le sauna grelottant et se réchauffer dans le sauna, parce que sinon on ne va pas transpirer. Ça sert à rien. Donc un petit peu d'exercice physique avant d'entrer dans le sauna, ou alors on peut prendre une douche chaude, mais on se sèche bien. Il faut entrer dans le sauna sec. Et un sauna, on ne met pas d'eau sur les pierres. L'atmosphère du sauna doit être sèche. C'est une chaleur qui est très élevée, 80-90 degrés, elle ne peut pas être humide. Sinon c'est insupportable, d'une part. Et d'autre part, si la chaleur est humide, on va avoir du mal à évaporer la transpiration qui va être produite sur le corps. Le corps, quand il détecte une chaleur qui ne lui convient pas, il va enclencher le processus naturel de refroidissement. C'est-à-dire, je transpire, et la transpiration qui est sur ma peau, elle va s'évaporer. C'est l'évaporation qui crée le froid. Si l'atmosphère est humide,
transpiration ne s'évapore pas suffisamment, on ne crée pas suffisamment de fraîcheur. Et c'est là où ça peut devenir dangereux et inconfortable. Donc un sauna, c'est sec. Voilà. Pas d'eau sur les pierres. On rentre chaud et sec, on s'allonge tranquillement, on profite. Et là, on peut se détendre. Donc le corps va transpirer. 8 à 15 minutes à peu près, en fonction de la vitalité. En fonction de la vitalité. Et puis ensuite, au bout de 8 ou 15 minutes, on ressort. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et ouais, on va plonger dans la mer glacée, comme le font les Finlandais, ou une douche froide, ou simplement on va se balader dehors à l'air frais, enfin ça dépend de où est-ce qu'on fait ce sauna. En pleine ville. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà pour se refroidir en surface, mais aussi parce que ça va vraiment là engendrer les mécanismes adaptatifs du corps et de réparation. À ce moment-là, le corps va enclencher une espèce de... Il va brûler tous ses déchets profonds, et il y a d'autres choses qui se mettent en œuvre, notamment la production de certaines protéines, des protéines qui ne sont produites qu'en cas de ce genre de stress. Notamment, ça s'appelle les protéines de choc thermique, les HSP. Certaines sont produites en fonction du chaud, d'autres en fonction du froid, et en fonction du choc chaud-froid. Et ces protéines qu'on produit jamais, sinon de très rares moments, elles ont des propriétés anti-inflammatoires, elles ont des propriétés régulatrices du système immunitaire, elles ont des propriétés antitumorales. C'est notre système de défense. Et ça, elles sont produites en cas de choc chaud-froid, en cas de grosse infection aussi, en cas de gros stress du corps. Ça, c'est un gros stress, mais quelque part, c'est quand même super agréable. Vous voyez, on n'est pas malade là. Hein. Et donc là, on va booster nos capacités adaptatives, on va faire en sorte que notre corps produise des substances qui vont régler nos problèmes d'inflammation ou autre chose. Par ce choc chaud-froid. À condition que ce temps de froid soit suivi d'un temps de repos obligatoire. Parce que c'est à ce moment-là que le corps va vraiment réagir. Et si vous faites ça correctement, donc vous vous reposez, vous vous couvrez bien, peignoir, plaid, tout ça, vous vous allongez, vous allez voir qu'une fois sur deux, vous allez vous endormir. Parce que le corps est dit, je coupe là-haut, parce que j'ai besoin de toute mon énergie pour le reste. Et du coup, on se détend aussi en plus. On est vraiment là, en système nerveux parasympathique. C'est une très bonne expérience. Je vais répondre, sinon on répondra aux questions après. Mais le hammam, en fait, la chaleur est beaucoup plus faible. Et c'est intéressant pour nettoyer la peau en surface. Et ça n'engendre pas de mécanisme de ce genre profond. Chaleur sèche. Donc voilà pour le sauna, une technique de santé fondamentale, qu'on prend pour une technique de loisir, hein, mais c'est important, quand on fait attention à sa santé, de ne pas penser uniquement à l'alimentation. C'est moi qui vous dis ça, mais oui, c'est pas le seul truc qui existe. Le corps, il a ses processus naturels et il faut s'en servir. On est toujours tiède. On est toujours tiède, on est dans un cocon, on est tout mou là. Non, il faut aller se confronter avec les éléments naturels. Et c'est ce qu'on fait, quand en séjour d'été, je fais mes séjours régénérants. Alors on va marcher dans la montagne, on marche d'un bon pas, on est chaud, et une fois qu'on est arrivé à la montagne, au pied de la cascade, maillot de bain et sous la cascade. Et je peux vous dire que tout le monde le fait. Au début, ils me prennent pour une folle, non, mais non, on ne va pas le faire, si. On le fait. Et c'est là où vous vous sentez vivant. Quand vous êtes sous la cascade comme ça, vous sentez cette énergie qui remonte en vous. Et en plus, vous êtes au contact des éléments. C'est une expérience qui est vraiment merveilleuse. Et c'est là où on se dit, oui, c'est ça le vivant. C'est ça la santé, c'est ça le vivant. Vraiment. Faites-le la prochaine fois. Et vous verrez, à partir du moment où vous le faites, tous les autres touristes là, qui étaient autour, ils vont vous suivre. Tellement ils vont voir que vous êtes bien. C'est pas vrai ? Je voulais juste revenir sur quelque chose, poser une question. Il y a cette période de repos indispensable après le sauna. Ah, si tu peux peut-être revenir, tellement c'est important, parce que tu as des gens qui bossent, ils vont se faire un sauna entre midi et 2, au lieu de faire un footing. Un coup ils font un footing et un coup ils font un sauna. Ils sortent du sauna, ils se douchent, et ils reprennent le boulot. Là, on n'a pas du tout mis en œuvre les processus adaptatifs. C'est quand même un stress chaud-froid.
Donc il faut laisser le temps au corps de s'adapter derrière. C'est obligatoire. Si on n'a pas le temps de repos, on va plus s'intoxiquer qu'autre chose. On va baisser son énergie vitale. Et donc toutes ces pratiques-là, tout le monde ne peut pas les faire. Quand on est épuisé, quand on est trop fatigué, quand on a trop peu d'énergie vitale, le corps il n'aura pas l'énergie de faire cette remontée. En fait. Donc il faut bien surveiller ça. Et notamment au niveau du sauna, on peut faire 3 fois l'enchaînement que je vous ai dit. Le chaud, le temps froid et le repos. Donc on se repose au moins autant de temps que le temps qu'on a passé dans le sauna. Un quart d'heure minimum. Mais en fait, il vaut mieux pas surveiller la montre. On se repose et puis quand on a envie, éventuellement, on reprend un cycle. Le chaud, le froid, le repos. Et puis si au bout de ce repos, on se dit oui, j'ai de l'énergie, ça m'a fait du bien, on refait une 3e fois, et pas plus que 3. Sinon on peut faire 1 fois, on peut faire 2 fois. Hein, c'est en fonction de l'énergie du jour, c'est pas toujours la même chose non plus. L'important est qu'il y ait ces 3 phases. Ouais. Le repos est indispensable. Et le froid, on n'est pas obligé de prendre une douche glacée tout de suite, on peut prendre... C'est juste que le corps se rafraîchisse au début quand on n'a pas l'habitude. On mouille un peu les jambes, un peu le visage, ça fait du bien. Tu viens de passer un quart d'heure dans une pièce à 90 degrés, croyez-moi, on a vraiment envie de se rafraîchir. C'est pas une torture que d'aller sous le froid. Et puis après, on est tellement content de l'avoir fait. Ouais, je l'ai fait. Je ne me croyais pas capable de ça. Souvent, c'est ça que les gens me disent. Mais je ne me croyais pas capable. Mais non, parce qu'on ne le fait jamais. Et en fait, notre corps, il est miraculeux, mais on ne s'en sert pas. Et on le laisse se dégrader comme ça sans comprendre comment ça marche. Bon. Bah ouais. Ouais, allez, tous au sauna. Voilà. Autre outil très très intéressant pour booster son système adaptatif, c'est vraiment l'exercice physique, mais relativement court et intense. C'est cette façon de faire qui est la plus efficace pour renforcer son système adaptatif. Exercice physique court et intense, par exemple, si vous faites de l'escalade, quand vous grimpez relativement peu de temps par rapport à un coureur à pied, mais l'exercice est relativement intense, ou par moment il est intense, par moment il est plus cool, mais il y a des phases où il est plus intense et surtout il s'inscrit dans une durée relativement courte. Si vous faites un footing, entrecoupez votre footing ou réduisez le temps de course pour vous octroyer des périodes d'accélération à 80-100% de vos capacités en fonction, encore une fois, de votre état et de votre vitalité. Entrecoupez vos activités physiques de moments plus intenses. Et c'est dans la pratique physique, c'est ça qui fait que notre système adaptatif est boosté et que je retrouve vitalité, énergie, etc. Il est préférable de faire ça, pour ceux qui ne s'inscrivent pas par exemple dans une compétition comme un marathon ou tout ce que vous voulez, il est préférable de faire ce type d'entraînement plutôt que de courir 20 km à un rythme où vous ronronnez. Extrêmement important de poser, après bien évidemment un examen médical, on est bien d'accord avec ça, hein. On n'oublie jamais quand on se remet au sport ou quand on pratique une activité physique, on n'oublie jamais bien évidemment l'examen médical, ça c'est une évidence et ça va de soi. Et si votre état physique, votre système cardio-respiratoire le permet notamment, eh bien ok, je vais utiliser cette technique qui consiste à fractionner mes efforts et à augmenter sur les périodes très courtes. Par exemple, je fais un footing de 35 minutes et puis je le fractionne sur 3, 4, 5 accélérations à 80-100% de mes capacités pendant 1 minute, par exemple. Un truc comme ça. Ou je vais faire des squats, je vais faire des flexions, voilà, je vais en faire 20, je vais en faire 30, je récupère, j'en fais 20, etc. etc. L'important est que l'effort, et que dans cette pratique sportive, il y ait des phases où l'effort est bref et intense. Ça, c'est important.
Évidemment, vous ne démarrez pas ce type de pratique avant d'avoir vérifié que vos capacités physiques le permettent, donc au prématourir, et puis vous ne démarrez pas par ce genre de pratique. Sinon, vous risquez de vous arrêter très vite. Donc, bah, peut-être qu'au début, je vais faire un footing où je vais simplement marcher, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, eh bien, je vais augmenter le rythme pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et après, je remarche tranquille. Voilà. C'est hyper important, encore une fois, comme pour l'alimentation, cette fameuse progressivité. Et pour savoir si c'est OK pour moi, je m'écoute, je vérifie. Et toujours après un effort intensif, le repos. Un animal, quand il court de manière intensive, après il va se reposer. Il ne continue pas à courir. Au bout d'un moment, la gazelle, là, si elle ne veut pas rattraper, elle va se mettre dans un coin et puis pendant quelques jours, elle va récupérer. Ouais. Mais les animaux font ça naturellement. Depuis hier midi, j'ai des poules. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Depuis hier midi, j'ai des poules. Eh bien, le seul fait d'avoir transporté les poules dans un carton, dans une voiture, elles étaient en stress hallucinant. Je les mets dans le poulailler, et bien elles sont restées médusées, elles sont restées complètement comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures, et après elles ont exploré leur nouvel environnement. Donc, elles ont même pondu, ça vous intéresse. Le nouveau maître de sagesse. C'est ça, c'est ça. Bon, voilà pour l'activité physique. La technique suivante, puis on va bientôt terminer. La technique suivante, c'est la respiration, technique respiratoire. Si on veut influencer son système cardiovasculaire, si on veut influencer sa digestion, si on veut mettre en œuvre tous les processus vitaux d'une manière fluide, on a un contrôle, on a une télécommande pour ça. C'est la respiration. On ne peut pas contrôler volontairement les battements du cœur. Certains yogis y arrivent, mais nous c'est un peu difficile. Par contre, avec la respiration, c'est vraiment la télécommande, si vous voulez. Ou alors le fil qui nous relie au cerf-volant. Vous voyez, c'est vraiment la commande. On va contrôler les battements du cœur, on va contrôler le mental, on va contrôler plein de fonctions à l'intérieur du corps. Pourquoi ? Parce que quand on contrôle son rythme respiratoire, on va passer forcément dans ce système nerveux parasympathique, le système nerveux du repos. C'est automatique en fait. Et donc il y a plein de techniques qui permettent de ralentir le rythme respiratoire et de le contrôler. Des techniques qui sont très anciennes, multimillénaires, issues du yoga, des techniques qui s'inspirent de celles-ci et qui sont plus modernes, comme la cohérence cardiaque par exemple. Et on parlera de ça beaucoup lors de notre prochaine conférence du mois de janvier. Oui, qui s'intitule... Ah oui, ça y est, le blues du dimanche soir. Ouais. Donc, on ne va pas forcément redétailler la respiration ici, mais sachez que, quelles que soient vos pratiques méditatives, sophrologie, cohérence cardiaque, la respiration ventrale ou quoi que ce soit, c'est important dans la journée de faire des pauses respiration. On peut faire ça le matin, au réveil, on peut faire ça avant un repas pour se préparer à la digestion, on peut faire ça le soir avant de se coucher. Ça n'a pas besoin d'être long, l'essentiel est que ce soit pratiqué fréquemment. On détaillera tout ça de façon beaucoup plus concrète le 10 janvier. Alors maintenant, on va vous dire oui, ok, alors ils sont bien gentils, avec leur jeûne, leur sauna, leur respiration, bien germé et tout ça. Mais qu'est-ce qui va faire que moi, je vais avoir envie de mettre ça en place ? Pourquoi est-ce que vous le feriez ? Hein ? En fait, on a souvent tendance à savoir ce qui est bon pour nous. On sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Je suis sûre qu'au fond, vous êtes persuadés que ce qu'on vous dit, rien que de le tester, ça vous ferait du bien. Mais est-ce qu'on va le faire ou pas ? Ça, c'est la grande question.
Et pourquoi surtout on ne le fait pas aujourd'hui et qu'on ne le fera pas non plus demain? Et ça, en fait, c'est la vraie question. C'est peut-être même la seule question à se poser. Pourquoi je ferai tous ces efforts qui, au début, sont des efforts et après, c'est du bonheur? Mais au début, c'est des efforts. L'exemple que je prends souvent, c'est si tu veux aller sur la plage en Méditerranée, bah, tu as 12 heures de bagnole. Et donc, il faut les faire, ces 12 heures de bagnole. Et après, sur la plage, en Méditerranée, je ne sais pas, mais sur la plage, c'est déjà autre chose. Et ouais, et la question, elle est juste là. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ce truc-là? Alors que, hier, en rigolant, on disait, putain, c'est quand même super d'être assis en canapé devant la télé avec un paquet de chips. On se disait ça. On se disait ça. Mais ouais. Mais oui, c'est quand même vachement plus confortable. Enfin, à court terme. Hein. Parce qu'à moyen et à long terme, tout acte a des conséquences, tout comportement induit une réalité à moyen ou à court terme. Mais il est là le truc. Il est vraiment là le truc. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais tout ça? En fait, parce que ça a du sens pour moi. Je le fais parce que ça a du sens pour moi, parce que je sais que, quel que soit ce qu'on fait, ce dont on vient de parler ou autre chose dans la vie, on le fait parce qu'on sent qu'on est à notre place, que c'est juste pour nous, que c'est ça qu'on doit faire, quelque part. Sentir qu'on est à sa place, quelque part. Hein. On est à sa place, on est porté par quelque chose, et on sait que ça nous fait aller de l'avant. Ça, le sens, en fait. Quel sens je veux donner à ma vie, quel sens elle donne à ma vie pour moi. Et à partir du moment où ce que je fais, ça s'inscrit là-dedans, ça se fait sans effort. Si c'est quelque chose qui résonne pas vraiment au fond de moi, je le ferai pas. Donc pourquoi est-ce que je déciderais d'être en bonne santé et même d'avoir une super pêche tous les jours? Mais ça, nous, on n'a pas la réponse. Hein. Surtout que notre corps, quand on n'en prend pas soin, ou quand on prend un soin relatif, c'est comme les amortisseurs d'une voiture. On ne s'aperçoit absolument pas que les amortisseurs sont cuits parce que ces amortisseurs s'usent progressivement. Et on s'habitue à cette voiture qui est de plus en plus souple. Eh bien, notre corps, on s'habitue progressivement à avoir mal aux genoux, à descendre l'escalier le matin en s'appuyant plus sur la rampe qu'il y a quelques semaines, quelques mois. Et on trouve ça normal puisqu'on nous a juste dit qu'on se dégradait avec l'âge. Mais nous, on est en train de vous proposer un autre modèle qui tend vers le fait que, on peut limiter et on peut peut-être beaucoup moins se dégrader qu'on nous l'a dit avec l'âge. Bon, je ne sais pas si on est des modèles pour ça. En disant ça, c'est pas trop, mais bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est possible. C'est juste possible. C'est ce modèle-là qu'on voudrait partager, qu'on veut partager avec vous ce soir. Ce soir, et puis lors des conférences suivantes aussi. On vous a remis un petit peu les dates. Donc du coup, le 10 janvier, c'est le blues du dimanche soir. Donc là, on va parler de tout ce qui peut nous faire... tout ce qui est autour de la gestion du stress, mais aussi l'instant présent. Le dimanche soir, il n'y a aucune raison d'être stressé. Hein. Il n'y a rien. C'est le lendemain ou après. Vous voyez, il n'y a pas de stresseur dimanche soir. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Le 13 mars, on va parler du cerveau. Le cerveau, pilote de notre santé. Regardez un petit peu comment ça marche tout ça et comment est-ce qu'on peut aussi bien le nourrir, s'en servir, le préserver. Et puis au mois de mai, alors là, au mois de mai, on va prendre un peu de hauteur. Là, on va faire des trucs un peu moins physiologiques, mais encore, pourquoi pas. L'être humain, il n'est pas juste un morceau de bidoche animé. Il y a d'autres choses dans l'être humain. Hein, il y a le mental, il y a l'esprit, il y a une certaine énergie, il y a plein de choses comme ça. Et ça, on le retrouve, y compris dans les textes anciens, les textes très anciens qui nous décrivent ça. On essaie
essaiera de faire une petite lecture de tout ça, une petite expérience. Voilà, ça c'est pour le mois de mai. Ensuite, au mois d'octobre, attention, il y a 2 scoops là, un petit et un gros juste après. Au mois d'octobre, on vous propose une journée pour expérimenter tout ce qu'on a dit là. Alors on verra dans quelle mesure. Hein. On vous proposera peut-être déjà, ceux qui sont inscrits, peut-être de ne pas prendre de petit-déj le matin, ou pas. Bon. Pour approfondir un peu tout ce qu'on a dit, aujourd'hui tout ce qu'on dira dans les conférences suivantes, une journée d'ateliers, de conférences, d'échanges, en petits groupes, pour vraiment aller un petit peu plus loin dans la mise en œuvre de tout ça. Donc on vous donnera la date dès que possible. Une journée où vous vous laissez porter, et une journée rien que pour vous. Uniquement pour vous. Et puis maintenant le gros scoop. Ouais. Allez, c'est gentil. Alors, on a décidé de mettre en place une formation diplômante en 2021, une formation diplômante de praticien en santé globale. C'est-à-dire une formation qui va s'étaler sur 450 heures et 3 ans, à raison, je crois que c'est un week-end par mois, c'est ça? Un week-end par mois. Et cette formation aura pour but de vous permettre d'abord de travailler sur vous et sur l'ensemble de vos systèmes, mais surtout ça va vous permettre à terme d'accompagner des personnes en santé globale, c'est-à-dire les accompagner à aller mieux, à vivre en santé, en travaillant avec eux sur tous les outils qui vont leur permettre peut-être de se rééquilibrer sur le plan alimentaire, de mieux gérer leurs émotions, de renforcer leur système adaptatif, de se mettre à faire du sport différemment, etc. etc. En fait, tout ce dont on vous parle depuis les conférences précédentes et tout ce dont on va vous parler dans les conférences suivantes, on vous propose en fait de mettre notre expérience dans cette formation. Il y aura d'autres formateurs aussi, bien sûr, oui, bien sûr. Pour construire ce diplôme-là. Donc, à réfléchir pour les gens qui veulent faire ça pour leur famille ou pour les gens qui sont déjà praticiens de santé dans un certain domaine et qui veulent ouvrir un petit peu leur accompagnement, voilà, avec une formation qui est diplômante au niveau européen. Au niveau du diplôme de cette formation, donc de la fin de cette formation, elle sera, on délivrera, enfin c'est pas nous qui le délivrerons, mais en partie, on délivrera un diplôme européen, équivalent Bac+3, qui s'appellera soit DESS, soit Bachelor, et qui vous permettra d'avoir une formation diplômante et pas juste une formation avec une attestation en fin de parcours. Donc on est en train de préparer ça, on va travailler une petite année et puis donc rentrer en janvier 2021 pour ceux que ça intéresse. Donc vraiment le but, ça va être de pouvoir accompagner sur tous les plans les personnes qui viendront. C'est tout ? C'est tout. Merci de votre attention, on peut passer aux questions.